La planche. La planche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Planche, Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, Bonjour. jeune auteur en herbe, j'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Mais tais-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, j'explore en leur compagnie la question du regard de l'autre. Le regard de l'autre? Celui du lecteur, de la lectrice, du relecteur, de l'éditrice, du collaborateur, du journaliste, de la critique, Ah ouais. ou de celui ou celle qu'on rencontre en dédicace, en commentaire, discret ou incendiaire sur les réseaux sociaux. Ou bien le regard de l'autre, c'est le nôtre aussi parfois. Je est un autre, disait Rimbaud. Ah ouais, ça fait des citations. Bah alors c'est bien. À quel point faire lire son travail quand il est en pleine réalisation? Je peux voir ce que tu fais là, c'est quoi? Mais t'es un malade toi, quoi. J'ai pas terminé là. C'est quoi un bon relecteur? Une bonne éditrice? Est-ce évident de gérer les retours permanents que l'on peut recevoir sur les réseaux? Comment gérer une mauvaise critique? Ou une bonne? Alors il y a écrit dans le journal que ta BD c'est le chef-d'œuvre du 21e siècle. Super, j'en prends pour 10 ans de blocage créatif. Merci. C'est avec ces questions et mes quelques a priori personnels que je suis allé recueillir des réponses qui, je l'espère, vous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressé. Ok. Bonne écoute. On y va. Car c'était une armoire qui voulait être un homme, mais c'était une armoire qui n'en avait que la forme. Terre comme un plancher qui lui dit encore. Je montre à très peu de personnes parce que quand je suis dans un processus de création, j'ai besoin d'être vraiment dans ma bulle. Émilie Plateau, autrice entre autres des bandes dessinées L'Épopée infernale et dessinatrice de Viviane Meyer, Clair Obscur. Et après, bon, si j'ai des moments de doute sur des, je sais pas, sur des mises en page, des mises en couleur ou un texte, là, je vais montrer. Mais j'ai besoin d'avancer en fait. Et puis une fois que j'ai bien avancé, là, je montre à certaines personnes dont le regard va m'apporter, je sais, des retours qui me caresseront pas dans le sens du poil, mais qui me déboliront pas non plus. Donc c'est, j'ai une amie qui est autrice de bande dessinée, Anne Simon, je lui montre toujours mon travail. Pour Viviane Mayer, je lui ai montré, j'en suis à 40 pages, je lui ai montré les 40 premières pages, et puis on a fait une petite session relecture, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, et voilà, son regard, il est très important pour moi, et elle m'a fait retravailler des trucs, et j'étais d'accord avec elle, parce qu'il y a des fois où on me dit « Ah, ça va pas », et là je fais la tronche pendant 2-3 jours. Et après, je me rends compte que la personne avait raison. Donc, je lui montre à elle. Et puis, quand je travaille avec la maison d'édition Misma, il y a un bon échange aussi avec les deux éditeurs qui ont créé la maison d'édition. Pour le projet sur Viviane Mayer, donc c'est publié chez Dargaud. Et là, je travaille avec une scénariste. Donc là, je lui montre régulièrement des pages. Mais je n'envoie pas non plus tous les jours une page, parce que pareil, je pense que ça me freinerait. C'est plus quand j'ai des moments de doute. Et puis, il faut que je rende des comptes aussi à l'éditrice. Donc, je lui envoie quand elle commence à me dire j'aimerais voir un peu plus le travail avancé. Et en fait, je me suis rendu compte que si je montrais à trop de gens, évidemment, il y a plein de regards différents, il y a plein de retours différents. Et parfois, ça peut aussi bloquer. Et trouver également ce type de bons retours dont tu parles, qui soient à la fois pas trop suffisamment sincères, Oui. pas non plus cassants. Oui. Je crois que c'est pas non plus évident de trouver Non, mais c'est des pour ça. lecteurs qui nous correspondent bien. Oui, voilà, c'est des personnes qui me connaissent bien, qui apprécient aussi mon travail. Je vais pas aller voir quelqu'un qui déteste ce que je fais, parce que ce serait pas du tout, ce serait pas très productif, positif. C'est un équilibre à trouver, et Anne, elle le fait très bien. Anne Simon, elle le fait très bien. Je leur ai rien montré pendant très longtemps. J'ai été assez timide avec mon travail. Donc mon éditeur, il s'appelle 2024. Et
Pour les gens qui lisent pas trop de BD, ça vous dira rien, mais pour les gens qui sont dans la BD, vous savez très bien ce que je veux dire. C'est un éditeur qui est assez prestigieux. Xavier Buissou, auteur des bandes dessinées Toonzy et le livre Oracle. En fait, c'est intimidant. Même s'ils sont très sympas et tout, c'est intimidant de faire un bouquin chez un éditeur qui est aussi prestigieux parmi les auteurs, qui est aussi prisé pour les auteurs, quoi. Et donc, j'ai retardé à chaque fois le plus possible le moment de leur envoyer des pages, parce que j'avais un espèce d'angoisse inconsciente presque, comme si j'allais leur envoyer des pages et qu'ils allaient me rappeler en disant bon écoute on a lu on va peut-être pas faire le livre finalement. J'avais vraiment peur de ça, tu vois. Enfin, j'avais l'impression que ça pouvait encore arriver alors qu'on était à des étapes où la date de sortie était déjà annoncée et tout. Enfin, c'était bon, tu vois. T'avais un contrat signé déjà. Ouais, même une fois que le contrat était signé et tout. Mais j'avais, je sais pas, j'avais peur d'avoir un coup de téléphone de Olivier de 2024 qui me dise, bah écoute, on a lu, bon écoute, tu peux garder l'avance sur droit qu'on t'a laissé, il y a pas de souci, mais voilà, on va juste pas partir sur ce livre. J'avais très peur de ça, quoi, tu vois. Et donc, ouais, je repoussais, donc j'ai pas giga communiqué avec eux. Enfin, à chaque fois, c'était juste, ils me demandaient où j'en étais, et je leur disais, ouais, j'ai 80 pages, alors qu'en fait, j'en avais 50. Et donc, je faisais 30 pages dans la semaine, à la rage totale. Et puis après, je leur envoyais tout d'un coup, comme ça. Donc, on a un peu avancé comme ça. Bref, à la fin, je leur ai envoyé un manuscrit qui faisait genre 360 pages. Et voilà, et on a un peu coupé des scènes qui semblaient un peu moins nécessaires. Mais j'étais assez d'accord avec eux, surtout. C'était plus comme un regard extérieur nécessaire que c'était pas l'éditeur qui te brime ou qui te censure, hein. Je savais qu'il y avait trop de pages. Et, ce qui est bien quand on travaille avec un éditeur comme ça, c'est que je sais que l'avis qu'ils donnent, il est dans le sens du livre, quoi. Je sais qu'on est ensemble et qu'ils veulent que je fasse le meilleur truc possible et qu'ils sont pas dans des visions commerciales ou je sais pas quoi. Enfin, ils veulent que ça se vende, évidemment, mais ils ont une bienveillance artistique qui fait que je peux me fier à leur jugement, quoi. Tu fais relire quand tu travailles? Non, pas du tout. Je suis super secret avec mon art et c'est un gros défaut. J'arrive pas à faire lire, quoi. Ça me fait peur. Je trouve que c'est quand même une position de faiblesse quand t'es en train de créer. Tu sais, t'as un moment où tes fondations de ce que t'es en train de créer sont quand même un peu trop branlantes et l'avis de quelqu'un peut un peu trop t'influencer, tu vois. C'est un peu comme genre, par exemple, si tu viens de te faire larguer, mettons, bah, t'es super influençable, t'es à fleur de peau et un avis de quelqu'un peut avoir beaucoup plus d'impact sur toi qu'à un moment où t'es solide dans ta vie, tu vois. Ouais. Et je trouve bah c'est un peu pareil pour une BD, que t'aies des quoi. fondations peut-être un peu plus solides Ouais, c'est ça. dans l'histoire pour que... Ouais, c'est ça. Mais comme j'ai l'impression d'être solide qu'une fois que le truc est ancré, colorisé et prêt à partir, bah, tu vois, je le fais pas lire, quoi. C'est toujours assez intime comme moment quand tu fais lire. Enfin, moi, je sais jamais où me mettre, quoi, quand je fais lire. Ah, mais c'est horrible. Des BD. Mais c'est ça, c'est que c'est un mauvais moment aussi. En vrai de vrai, c'est surtout ça, c'est que c'est un mauvais moment de faire lire tes trucs. Je déteste ça. Mais du coup, quand on l'envoie, par exemple, parfois je l'envoie à ma famille, ça m'arrive. Tu fais ça? Je me suis fait un peu violence. D'habitude, j'étais très secret. Et puis, je me suis rendu compte qu'ils pensaient que je foutais rien. Et du coup, ça crée de la tension. Et pour du qu'ils coup, continuent à t'envoyer du fric, tu justifies. bah, il y a aussi ce truc où, voilà, je partage et je me dis, je les emmène un peu avec moi dans mon petit voyage, quoi. Mais c'était pas naturel au début, hein, je dois dire. Maintenant, je le fais, mais je comprends qu'on le fasse pas, quoi. Non, mais par contre, mes parents, ils ont été super cool quand le livre est sorti. Ils ont été vraiment fiers et tout. Ça, c'était hyper cool. Ouais. C'était un peu plus sacré. Par contre, faire lire déjà que je les fais pas lire à mes collègues d'atelier, je vais pas faire lire mes brouillons à mes parents. Mon père a un truc très agaçant où il adore lire les BD à voix haute. Donc, du coup, ça rajoute une surcouche de malaise. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un est en train de lire une BD face à toi, première couche de malaise, seconde couche c'est ton père, troisième couche il lit à voix haute. Il a un jeu d'acteur aussi quand il non, c'est très plat, mais c'est quand même rude, quoi. Ça fait tout tomber à plat, justement, c'est affreux. Bah oui, c'est bon, ça marche pas en fait, ils sont nuls, les gars. Oui, j'aime bien avoir des gens qui relisent, mais mes premiers lecteurs, c'était mes enfants. Karine Debrab,
dessinatrice entre autres des séries Sac à puce et Zigo le clown. Donc j'aimais bien raconter mes histoires à mes filles et je me souviens d'une anecdote. Je racontais un scénario de Zigo le clown, une série que j'ai faite avec Zidrou, et je leur expliquais, à ce moment-ci, Zigo va faire... J'avais la bouche ouverte pour dire ce que Zigo allait faire, et il y en a une des deux qui a terminé la phrase avant moi. Et c'était pas l'idée que j'allais raconter, mais cette idée-là était bien meilleure que ce que j'allais raconter. Du coup, le fait de raconter une histoire et d'entendre, de voir dans les yeux de votre enfant si ça marche ou pas, les étoiles qui brillent ou pas, ça aide aussi dans la construction d'un scénario pour moi, les premiers lecteurs. Quand on raconte son scénario, on peut même encore improviser à ce moment-là, et on a l'air de savoir ce qu'on va raconter, mais parfois on improvise sur le moment même parce qu'on voit dans les yeux si ça marche ou pas, hein. Donc moi je donne ça comme conseil, en tout cas si vous avez une idée de scénario, c'est de le raconter, ou même à votre miroir, hein, c'est bon aussi, hein. Et de voir les réactions que ça provoque. Oui, c'est ça. Et le chez fait de l'autre. se le raconter à soi-même, on a déjà du recul et on se dit, mais c'est con, là, ce que je raconte, ça tient pas, puisque j'ai raconté ça avant, du coup, ce que je viens d'inventer là, ça marche pas. On se l'entend. On devient un spectateur de son propre spectacle, j'ai l'impression. Oui. Alors, j'ai un interlocuteur qui est le même depuis maintenant presque 15 ans, qui lit avant que ça sorte, et il n'y a que lui. Pénélope Bagieux, autrice entre autres de la série Culotté et de la bande dessinée Les Strates. Et plus le temps passe, moins il me fait de remarques. Pas tant, je pense, parce qu'il a de moins en moins de remarques à me faire, mais parce que je pense que je suis plus sûre de mon coup et que j'attends moins de retours aussi. Mais en revanche, je peux toujours pas m'en passer vraiment, quoi. C'est-à-dire, j'ai quand même besoin qu'on me dise que c'est bien. Et je trouve que c'est très important d'avoir ce binôme, avec qui que ce soit, hein. Ça peut être un pote, peu importe, mais... Donc pour toi, c'est toujours la même personne? C'est mon éditeur. En fait, il me sert à ça, hein, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il voit naître le truc avant que je commence à écrire. Et je lui parle un peu des sujets qui m'intéressent, d'un truc qui commence un peu à me tourner autour de la tête. Donc il a eu la genèse de comment j'ai eu l'idée. Et il a une force, je trouve, c'est que du coup, assez vite, il comprend le livre que j'ai envie de faire. Un peu avant moi, on va dire. Et quand je commence et donc je parle beaucoup avec lui le temps que le fil se déroule. Et du coup, quand je commence à écrire et que je lui montre ce que je fais, je sais que lui sait où je veux aller. Donc, la plupart du temps, il me dit « Ok, super ». Et parfois, il me dit « Comme je sais ce que tu es en train de vouloir dire, il est le regard extérieur et intérieur à la fois. Il sait ce que je veux faire, mais lui, il est un lecteur. » Et donc, il me dit « Juste, je te préviens, ça, on ne comprend pas, par exemple. Ça, c'est pas évident, en fait. Moi, je sais ce que tu veux dire, mais je t'assure que c'est pas simple. » Et du coup, parfois, il me donne juste 2 trucs techniques de rien du tout. Il me dit, à mon avis, tu devrais inverser ces 2 chapitres. Et puis, pouf, ça marche tout seul, quoi. Donc, il me sert à ça. Il me sert plus à faire des petits ajustements. Il me sert plus trop maintenant à me dire, oui, tu as raison, c'est un bon sujet. Parce que ça, maintenant, je me fais confiance pour me dire, en fait, non. C'est même pas que je me fais confiance. C'est que maintenant, je m'en fiche de savoir si c'est un sujet intéressant. C'est plus du tout un truc qui m'intéresse de me demander si ça va intéresser quelqu'un d'autre que moi. Vraiment, plus le temps passe, plus je me dis que c'est pas du tout une bonne question à se poser, de se dire mais est-ce que c'est intéressant pour les gens? Je pense qu'il faut vraiment être super égoïste dans l'écriture et se dire peu importe, ça va durer 1 an et demi, est-ce que ça m'intéresse moi? Voilà. Bonne question, parce que généralement, si ça m'intéresse moi, ça va être bien. Voilà. Est-ce que ça m'intéresse suffisamment pour faire 1 an et demi justement? Est-ce que j'ai envie de passer 1 an et demi là-dessus? Est-ce que j'ai envie de passer 1 an et demi à dessiner cette personne, ce personnage que je vais beaucoup voir pendant 1 an et demi? Est-ce que le temps passe vite quand je suis en train de le faire, etc. Et si oui, eh ben go, ça veut dire que c'est bien, parce que tout le reste est trop aléatoire et trop volatile en fait. Se dire est-ce que c'est bien pour les gens? Ouais, mais pour qui? Est-ce que moi-même dans 5 ans je vais pas me dire oh, putain c'était nul? Vraiment, c'est pas du tout des bonnes questions à se poser. Alors que je suis une lectrice comme les autres. Si moi je trouve ça cool d'être en train de l'écrire, ça veut dire qu'il y a sûrement des gens qui vont trouver ça bien à lire. Voilà, je pense que... Donc, je fais relire à une personne qui me dit ça correspond à ce que tu as envie de faire, ou attention, ça ne correspond pas à ce que tu avais envie de faire et tu t'es perdu.
Et ensuite, sinon, oui, j'aime bien faire lire avant que ça sorte aux gens que j'aime, mais complètement par ego, pour qu'ils me disent oh, c'est génial, et que je fasse oh, arrête. Voilà. Ça, j'aime bien aussi. Ouais, mais ça fait partie du chemin aussi, quoi. J'ai hâte. Par exemple, j'aime bien le moment où j'ai fini et que je dis à mon mec c'est bon, tu peux lire. J'ai tout fini, tu peux lire d'une traite. Et que voilà, et je regarde sa tête pendant qu'il lit, et je suis contente. Ça me fait plaisir. Voilà. Et avant ça, souvent, tes proches ne voient pas plutôt vers la fin. Non, parce que je pense qu'il faut quand même être hyper projectif pour lire une BD qui n'est pas finie. C'est que c'est pas donné à tout le monde. En fait, il faut vraiment, vraiment faire un gros effort d'imagination. En général, moi, au début, c'est une version un peu bonhomme bâton, crayonné, dégueulasse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent lire ça et se dire « Ah, je vois très bien à quoi ça va ressembler » et qui vont pas être un peu repoussés par l'aspect visuel. Et moi, j'ai envie qu'il y ait un effet waouh quand on le lit, qu'on se dise pas ouais, alors pour l'instant, c'est moche, mais... Et mon éditeur sait très bien lire la BD moche et imaginer ce que ça va donner, parce qu'il sait. Mais sinon, les autres gens, j'ai pas envie. En fait, ça serait un peu comme leur dire je suis en train de faire un super gâteau. Il va être trop bon. Je te promets, moi, je sais à quoi il va ressembler. Il va être beau, il va être super bon. Pour l'instant, il n'y a pas encore le sucre, il n'y a pas encore le glaçage, mais regarde, c'est cool. Et donc, il goûte, et c'est de la farine et des œufs, quoi. Et donc, pas beaucoup de gens qui peuvent me dire mais t'inquiète, je sais ce que ça va faire à la fin et ça va cartonner. Donc, je préfère que les gens ils mangent le gâteau fini. Et aussi parce qu'à l'étape où c'est encore... Je reste dans ma métaphore du gâteau, qui est pas ouf d'ailleurs, mais à l'époque où le gâteau est pas fini, si quelqu'un me dit « Moi, je trouve ça un peu dégueulasse », alors je m'effondre. C'est qu'il n'est pas fini, je suis pas du tout solide sur mes appuis, on peut encore me terrasser avec pas grand-chose. Si on regarde mon truc et qu'on me dit « T'es sûr que l'histoire, elle est bien ?» Voilà, c'est mort. Moi, c'est terminé. Alors que... Surtout quand c'est de la farine, il y a souvent de la chance qu'on trouve ça dégueulasse, justement. Ouais, c'est ça. Et j'aurais beau dire non, mais promis, une fois qu'il y aura le sucre, ça, c'est pour ça. Mais n'empêche qu'on m'a dit que c'est dégueulasse. Et moi, après, je vais entendre une énorme voix dans ma tête qui me dit c'est dégueulasse. Et c'est terminé, je pourrais plus. Et j'ai fait l'expérience. Je me souviens, c'est un peu mon anecdote que je sors toujours, mais quand j'avais fait Cadavre Exquis, qui est la première BD pour laquelle j'ai écrit une histoire, vraiment, c'était vraiment, j'étais intimidée par l'expérience de faire ça. Et je me disais, j'avais vraiment le méga... Bon, c'est un concept qu'on met un peu à toutes les sauces, mais j'avais un méga syndrome de l'imposteur, pour le coup, à l'époque, avec ça, en me disant, mais moi, je sais pas écrire. Donc, c'est un accident si j'écris une histoire. Et mon plus vieux pote, vraiment mon ami d'enfance, avec qui on partage notre cerveau, je me suis dit, allez, je me lance. Et j'étais en vacances avec lui, et je lui ai raconté l'histoire, une fois qu'elle était vraiment terminée dans ma tête. Et je lui ai vraiment vidé mon truc comme ça. Dans ta tête? Donc dans ma tête. Écrite. Non, pas écrite, mais je lui ai dit, oui. Ok, je crois que ça y est, je tiens mon histoire. Et c'était avant même de la raconter à Johan Sfar, qui était mon directeur de collection. Donc vraiment, c'était mon épreuve du feu. Et je lui ai raconté. Et vraiment, il a eu que des questions de... Il m'a dit, ok, et c'est la fin, ça? Je lui ai dit, bah ouais, c'est la fin. Et il fait, ok, bon. Mais je sais pas, t'as pas peur que ce soit... Et il m'a détruit mon truc. Vraiment. C'était trop fragile pour que quelqu'un me dise, t'es sûr? C'est pas génial quand même. Et je me suis rendu compte ce jour-là que c'est vraiment pas donné à tout le monde de donner un avis sur quelque chose de pas fini. Parce qu'une fois que le livre était fini, il l'a lu, il l'a trouvé super, il ne se souvenait pas m'avoir dit qu'il avait trouvé l'histoire pas ouf à la base en plus. Mais en fait, voilà, il faut trouver quelqu'un qui est capable de faire ça et c'est pas une question de bienveillance, c'est pas une question de culture ou de goût. C'est vraiment, je trouve que c'est un talent de savoir voir les choses pas finies. Moi, je l'ai pas, par exemple. Moi, si tu m'emmènes dans un appart où il y a tous les travaux à faire et que tu me dis ouais, mais là je vais tout casser, il y aura une grande pièce. Moi, je vois un chantier dégueulasse et je dis je sais pas, je ne le vois pas. Voilà. Oui, je suppose qu'il faut bien connaître la personne, faut qu'il y ait aussi, vraiment, ouais. Mais vraiment dans le travail. Dans le travail, quoi. Ouais. Et comme la position de l'éditeur, qui je pense idéale pour créer ce genre. Du bon éditeur, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a ouais. aussi des éditeurs qui ne savent pas faire ça. Mais le mien, il est super. J'en profite pour. La présence des éditeurs ou des éditrices, c'est important. Philippe Dupuis, auteur entre autres des bandes dessinées Mon papa dessine des femmes nues et J'aurais voulu voir Godard. C'est vraiment important, on ne se rend pas compte à quel point, et d'ailleurs c'est tellement rare. C'est même ça la vraie question, c'est que c'est assez rare de trouver les bons éditeurs, les bonnes éditrices, les bons partenaires pour ce travail-là. Pour toi, ça a pu être... parfois difficile avec des éditeurs, ou bien tu as toujours trouvé des éditeurs et éditrices qui te correspondent bien? Ce qui a pu être difficile, des fois, c'est l'absence ou l'incompréhension. Oui, l'incompréhension. Parce qu'après toutes ces années, il y a toute une discussion, une réflexion chez moi
de ce qu'est la bande dessinée. C'est d'ailleurs, j'en fais même pas mal le fond de mon travail. Qu'est-ce que c'est de la bande dessinée? Comment faire? Pourquoi? Et c'est pas évident d'être bien compris dans cette discussion, parce qu'en plus, on sort des chemins battus très, très vite. Donc il faut trouver l'éditeur ou l'éditrice qui va comprendre ça et qui va pouvoir suivre, quoi. Et puis j'ai une manière de travailler aujourd'hui qui est pas du tout, qui pourrait pas être celle, par exemple, d'un jeune ou d'une jeune autrice à qui on demanderait, vas-y, écris-moi un scénario, on va lire le scénario et on va voir si on fait le livre. Moi, je peux plus travailler comme ça, je peux pas. Pour moi, tout se fait en même temps. Donc une note d'attention, bien sûr, un synopsis, bien sûr, mais après, laissez-moi partir, prendre les chemins de traverse. Mais ça ne veut pas dire ne pas travailler avec l'éditeur. C'est-à-dire que quand à un moment, je vais prendre une direction, je lui fais petit signe en disant « Attends, je te préviens, j'ai pris un chemin de côté là. Il faudrait que tu lises parce que j'aimerais bien savoir si je ne vais pas vers une impasse. » Et ça se construit comme ça. Donc ça demande beaucoup de confiance de la part de mes éditeurs. Et peut-être une complicité du coup en amont qui fait que l'éditeur peut être en capacité de comprendre la démarche. Oui, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est dur de faire une généralité comme ça. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai travaillé avec des éditeurs ou j'ai jamais eu d'éditrice, dis donc. Ça, c'est un peu l'autre pan de l'histoire de la bande dessinée. C'est en train de changer. Il y a des éditrices maintenant, mais du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec elles. Mais donc là, je peux dire mes éditeurs avec qui j'ai travaillé, ceux qui sont des auteurs, c'est à part aussi. C'est particulier. Il y a quelque chose qui se passe, qui s'induit beaucoup plus facilement. Je pense aussi bien chez Cornelius qu'évidemment Futuropolis ou quand chez Dupuis, j'étais avec José-Louis Bocquet, ou à l'association, où là, pratiquement, je crois, tous ceux qui ont le rôle d'éditeurs sont auteurs eux-mêmes. Voilà, mais faut prendre ça avec des pincettes. Je pense déjà à certaines personnes que je connais maintenant un petit peu plus aussi et qui ont ce rapport à l'écriture, qui n'ont pas forcément ce rapport direct à l'écriture, mais qui ont ce rapport à comprendre l'éditeur. De toute façon, pour moi, c'est simple. Un bon éditeur ou une bonne éditrice, c'est comme un bon galeriste ou une bonne galeriste. C'est quelqu'un qui va s'occuper, qui va s'intéresser à ce que l'artiste fait en dehors de ce qui le concerne directement. C'est-à-dire, le bon galeriste, déjà, il s'intéresse à la vie de l'artiste. Moi, tous mes bons éditeurs sont venus chez moi. Ils n'attendent pas dans leur bureau qu'on vienne apporter les... Ils viennent, ils voient, et du coup, ils voient ce que j'ai en cours ailleurs. Ils viennent voir mes spectacles. Ils vont voir évidemment les expositions, même si ce n'est pas quelque chose qui les concerne directement dans le projet qu'on fait. Les bons galeristes, c'est pareil. Le bon galeriste, il connaît bien l'artiste, il va à l'atelier, il observe les processus de création. L'éditeur qui fait ses journées de je ne sais pas combien d'heures, enfin, là, ça, tous les jours, et puis voilà, puis qui ne vient jamais sur le reste, je ne sais pas, j'ai un doute. J'ai un doute sérieux. C'est une espèce de petit mode d'emploi que je vous donne. Sur Le Monde merveilleux des vieux, il y a beaucoup de gens, sans avoir ouvert les livres, qui m'ont fait des reproches. Laetitia Corrine, autrice entre autres de la bande dessinée Priscilla et Le Monde merveilleux des vieux. En me disant, vous allez voir, là vous êtes jeune, c'est vrai que j'avais 25 ans quand je les ai fait, même pas. Vous êtes jeune, vous allez voir, c'est pas marrant de vieillir, et vous êtes très très dur, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai dit, oui, mais est-ce que vous les avez ouverts seulement? Il dit, non, c'est pas la peine, j'aime pas le titre. Je dis, comme vous voulez, madame, monsieur. C'était souvent des madames. Et en fait, je me souviens, ça c'était drôle, j'étais à un festival en Ardèche, et il y a une dame qui vient me voir et qui prend les bouquins, qui fait, c'est toi qui fais ça? Je dis, oui, oui.
Et pareil, elle commence à m'ambiancer et je lui dis mais lisez-les au lieu de voilà. Bah, elle a lu les deux et elle revient me voir plus tard à l'heure de l'apéro. Elle me fait mais il y a vachement de tendresse en fait dans tes albums. Je dis oui, c'est ça, c'est trash mais tendre. Elle fait ah ouais, oh la petite salope. Elle m'a tué quoi. Ah la salope quoi. Donc voilà, elle m'a payé des coups. Après c'était cool quoi. Ah ouais. On a bien rigolé. Mais oui, les gens peuvent se méprendre parfois sur les intentions du dessinateur. Mais après ça c'est, je continue là-dessus parce que c'est important, parce que c'est une question qu'on se pose énormément en ce moment et surtout dans la bande dessinée d'humour. C'est justement que les gens perçoivent pas le message de travers. Parce que bien souvent, on n'a pas envie de passer pour des gros réacs, par exemple. Enfin, c'est surtout des gros réacs ou des gros faf, ou en tout cas d'être récupéré par des gens peu recommandables, on va dire. C'est que moi, j'aime bien pouvoir dire on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais il faut faire gaffe aussi à ce qu'on véhicule. Il faut rester très, très, très clair dans le discours. Moi, je sais qu'il y a des pages dans Le Monde Merveilleux des Vieux que je ne referai pas aujourd'hui. Parce que j'ai évolué, parce que ça me fait plus rire, en fait, tout simplement. Et parce que la façon dont je les ai faites, je pense que c'est pas clair. Même si moi, j'étais parfaitement claire avec moi-même à l'époque et que je le suis toujours, si un jour on m'interroge sur ces pages, si un jour il y a une polémique à la Bastien Vivès qui me tombe dessus sur ces pages-là, je serai très claire dans mes réponses. Ça m'empêchera pas de me prendre une shitstorm, ça n'arrivera pas. Ça n'arrive, j'ai pas assez de visibilité. Mais si un jour je me prenais une shitstorm pour X raison, faut être vraiment extrêmement clair dans le discours. Voilà. Créativement, est-ce que tu te mets beaucoup de limites selon peut-être le public que tu vises ou selon le projet? Oui, forcément, on s'en met tous. On se met tous des limites parce que, surtout quand tu fais de l'humour, encore une fois, t'as pas envie que le message soit pas le bon. T'as pas envie de te faire récupérer par des connards et des connasses qui vont dire ça t'a bien fait de le faire, tiens, pendant-les dans les juifs. C'est pas du tout ce que je voulais dire. En fait, c'est plutôt l'inverse. J'ai voulu dénoncer un truc. Ah ouais, mais là, tu y as été. Hein. En fait, non, t'as pas envie du tout d'être vu comme ça. C'est vraiment... moi, en tout cas, j'y mets une sorte de point d'honneur et je sais que je suis pas la seule à réfléchir là-dessus. Justement, dans mon atelier, on se consulte, on se consulte beaucoup les uns les autres pour savoir si ce qu'on raconte est perçu de la bonne manière. Et s'il y a le moindre doute, on retravaille le gag. En tout cas, là je te parle juste de gag. Voilà. Donc vous faites beaucoup relire entre vous dans l'atelier? Ouais. Enfin, on montre, est-ce que ça marche, comment est-ce que je peux l'améliorer. Alors, des fois, c'est juste sur de la narration, hein, c'est pas forcément sur un gag ou quoi que ce soit, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un doute sur une planche, de consulter mes petits camarades et qui me disent ça marche, mais là, fais gaffe, on a l'impression que tu veux dire ça. Et même si c'est pas du tout mon intention, quand t'as deux personnes qui te disent la même chose, tu fais ah ouais, merde. Pour Paranormalement, je parlais de choses qui s'étaient passées 2 ans auparavant. Fabrice Tarin, dessinateur-repreneur sur la série Spirou, sur Astérix, et auteur entre autres de la bande dessinée Paranormalement. Et ce qui m'intéressait par contre, c'était les témoignages sur Instagram. Je recevais énormément de courriers de personnes qui avaient vécu des choses plus ou moins proches de ce dont je témoignais. Et c'est pour ça que je l'avais mis prépublié sur ces réseaux, parce que je voulais cette interaction que j'avais eue à l'époque d'ailleurs avec le blog. Et là, c'était énorme de pouvoir discuter avec des personnes qui avaient vécu la même chose que moi, qui se sentaient moins seules, parce que c'est un sujet très tabou. Et au final, on est un peu coincé quand on vit ce genre de choses, parce qu'on ne peut pas trop là, en on parler. parle d'événements paranormaux, hein, c'est ça? Oui, sur Paranormalement, où là, cette dernière interaction était vraiment enrichissante. À 2 niveaux, donc il y avait les personnes qui témoignaient de leur expérience qui était proche de la mienne. Il y avait des personnes qui me remerciaient d'en parler, de rendre ce sujet un peu moins tabou, qui me demandaient des conseils. Et il y avait aussi un public, on va dire, zététiste. Donc la communauté zététiste, c'est des personnes qui sont spécialisées dans l'art du doute et qui remettent en question les interprétations
de ces événements paranormaux ou qui dénoncent les mystifications ou les impostures de tout ordre. Et donc, c'était très intéressant de discuter avec eux parce qu'ils avaient des arguments recevables. Et j'ai été agréablement surpris parce que ces personnes sceptiques ne remettaient pas en question la sincérité de mon récit en m'accusant d'inventer ou d'arranger la réalité. Ils contestaient juste l'interprétation que j'en faisais, en fait. Et donc, je me suis dit, j'ai quand même gagné mon pari parce que mon but, c'était de montrer que j'étais sincère et que j'étais pas là pour bidonner, en fait. Et en même temps, on pouvait communiquer et je comprends tout à fait cet aspect très cartésien et très sceptique parce que moi-même, je l'ai été. Donc, je suis comme un ancien fumeur. Enfin, j'ai déjà fumé quand j'étais plus jeune. Maintenant, je fume plus. Donc, je connais un peu les deux états, en fait. Donc, c'était rigolo et un peu frustrant parce qu'il y a très peu de chances de bouger, de changer les lignes, en fait. C'est que quelqu'un qui est construit de façon très cartésienne et sceptique ne pourra pas aller très loin dans sa remise en question. Et en même temps, quelqu'un qui a vécu des événements qui sortent de l'ordinaire pourra malheureusement en parler qu'avec d'autres personnes qui ont vécu ces mêmes événements. Donc, en tout cas, toujours est-il que les réseaux, c'était primordial pour ça, parce qu'en dédicace, il y a presque personne qui vient pour se faire dédicacer paranormalement. Enfin, j'étais parti à Angoulême et j'avais fait 2 séances de dédicace sur Paris. Et c'était assez désert. Il y avait quelques personnes, mais pas tant que ça. Ah, alors que, oui, au vu de la communauté sur voilà, Instagram, et il n'y a pas eu de répercussions répercussion directe. Je pense qu'il faut un seuil encore beaucoup plus élevé pour que ça se répercute sur un lectorat où ils lisent en virtuel sans passer forcément par l'achat du livre. En même temps, c'est un livre qui a été diffusé à très peu d'exemplaires et je crois qu'il y a une mise en place de 2000 exemplaires. Donc forcément, c'est noyé dans la masse. Il y a peu de chances de toucher un public plus large. Au début, j'étais très timide en fait de mettre mon travail sur Internet. Xavier Buissou, auteur des bandes dessinées Toonzy et le livre Oracle. Pendant des années, je me suis dit, ah ouais, je devrais mettre des trucs sur Tumblr, à l'époque où il y avait Tumblr. Je devrais mettre des trucs sur grand papier, mais ça m'intimidait terriblement. Je sais pas pourquoi, ça me faisait... Je faisais des histoires en story. Les stories Instagram, là, qui restent que 24 heures. Parce que pour moi, ça rejouait un peu une période de la BD que je fantasme, qui est l'époque des strips dans les journaux. J'adore les strips, j'adore Popeye, par exemple. Je suis un gros fan de Popeye. Et... j'adore cette idée, j'aurais adoré vivre à cette époque et être un stripman, quoi, être un mec qui doit sortir ses 4 cases par jour, quoi qu'il arrive. En fait, c'est pour ça aussi que j'adore les mangaka, j'adore les gens qui ont un gros flot de travail. Je suis moi-même un gros taffeur et j'ai l'impression qu'il y a un truc de... c'est peut-être un peu une pensée entrepreneur de droite, mais j'aime bien les gros bosseurs, quoi, de la BD. Et donc, j'ai toujours fantasmé un peu ces mecs-là qui doivent... les mecs qui sortent des trucs dans des revues et qui ont des épisodes et qui du coup doivent sortir leur page quoi qu'il arrive. Je trouve ça très désinhibant, quoi. Ça t'aide à dépasser tes barrières, t'as une deadline, il faut que t'aies fini tes pages vendredi, donc même si c'est de la merde, tu les fais, et puis finalement c'est pas de la merde. Et donc voilà, donc moi je fantasmais ça, et donc j'ai commencé à sortir un peu des BD en strip, et puis après il a commencé à y avoir, après on a pu mettre 10 cases, enfin 10 vignettes par poste, et donc ça a ouvert la voie à plein d'auteurs de BD, toute une génération qui a un peu remplacé la BD blog. C'est un peu une nouvelle forme de ça, quoi. Donc il y a tout un petit star system d'Instagram, d'auteurs de BD Instagram, quoi, avec différentes sphères. Et donc oui, à ce moment-là, j'ai commencé à poster dessus. Ce que ça m'a apporté, enfin pour répondre à ta question, c'est en fait, moi déjà de base, je te disais, je suis un fanzineux, mais je suis un fanzineux... Il y a plusieurs profils chez les fanzineux. Il y a les fanzineux un peu qui viennent souvent des arts déco de Strasbourg, pour pas les nommer, ou qui viennent d'une éducation artistique un peu plus élitiste et qui du coup font des fanzines qui sont dans une économie plus, je dirais, de livres d'art, quoi.
Enfin, en tout cas, c'était comme ça quand moi j'étais dans le fanzine, qui faisait des fanzines un peu plus gros et imprimés avec de la belle impression en riso, avec des effets où ils s'intéressent plus à l'objet qu'à ce qu'il y a dedans presque. Ah ouais. Et donc, c'est des fanzines assez chers. Et il y a aussi l'école des purs auteurs de BD qui ont les doigts sales et qui font des fanzines super pas chers parce qu'ils croient pas en eux-mêmes, quoi. Et pendant longtemps, moi, j'étais de cette deuxième catégorie, donc je faisais des fanzines qui me coûtaient 4 € à imprimer, mais je les vendais 3 € parce que je me disais, ah ouais, 4 € quand même, ça fait cher et tout. Je voulais vendre mes trucs les moins chers possibles, quoi. À la fois par conscience politique pour que ça soit accessible à tout le monde. Mais bon, au bout d'un moment, c'était aussi parce que je me sous-estimais ou j'en sais rien, ou parce que je pense que déjà, en étant auteur de BD, t'as pas d'argent, donc ta vision de l'argent, elle est déformée. Tu te dis 4 €, wow, c'est énorme. Parce que, en fait, tu gagnes rien, quoi. Oui, je pense qu'on a une assez mauvaise gestion de l'argent. Ah, mais de c'est manière, clair, c'est clair. Une vision assez pas très saine. Donc, bref, en tout cas, j'étais ce mec qui fait des fanzines et qui les vend à moins cher que le prix du papier, ce qui était un peu problématique. Et au moins, sur Instagram, ça m'a permis d'assouvir mon fantasme de faire des BD gratuites et que les gens puissent les lire gratuitement, quoi. Et donc, ça, c'était bien. Mais par contre, en vrai, pour finalement répondre à ta question, je pense que ça a changé en moi Instagram, c'est que pour le coup, ça m'a un peu donné un petit peu plus confiance parce que je faisais des fanzines, il y avait des gens qui me disaient que mes fanzines étaient bien, mais la sphère fanzine, c'est très petit, c'est des gens qui font eux-mêmes des trucs, et donc c'est tes potes, en fait. Et donc, quand tes potes te disent que c'est bien, c'est pas pareil que quand t'as des gens qui te connaissent pas du tout, qui te disent que c'est bien, parce que eux, les gens qui te connaissent pas, ils ont pas de raison de te dire que c'est bien, quoi, sauf s'ils croient que c'est bien. Donc ça m'a un peu donné confiance, parce que ça a été mes premiers retours de gens que je connais pas qui me disent que c'est bien. Et ça m'a un peu fait sortir de ma coquille, quoi. Ça m'a fait du bien à ce niveau-là. D'où l'intérêt, oui, j'ai l'impression de rendre accessible son travail pour oui, j'aurais dû le faire des pour avoir le plus possible ses avis justement en dehors de notre oui, de la sphère très proche. oui, parce que je sais pas si t'as ça toi, mais oui, ça a pas la même valeur, je trouve, si c'est quelqu'un que tu connais pas et qui du coup a pas de raison affective de te dire que ton travail est bon, tu vois. Non, complètement. Est-ce que toi, tu as toujours partagé ton travail sur Internet dès le début ? Alors dès le début de la BD, oui, parce que foncièrement j'ai commencé la BD en la postant, parce que j'ai fait un peu de BD au collège, au lycée, un peu pour... Non, même pas au lycée, je crois que j'ai arrêté au lycée. J'en faisais au collège pour m'amuser au CDI et tout ça, à une époque où j'avais pas de portable, donc poster des trucs, c'était même pas la question. Petit Pied, auteur de la bande dessinée Merde, j'ai fait une BD, et comment rater sa vie. Mais c'est vrai qu'en fait j'ai commencé la BD en postant, donc en fait j'ai toujours posté et j'ai toujours voulu poster, ça a toujours été un moteur aussi de motivation, de voir les réactions, de voir les retours, de voir une communauté qui grandissait, qui s'amusait avec ce que je faisais et tout ça, donc ouais, j'ai toujours posté, ça a toujours été important pour moi. Alors pour resituer, recontextualiser aussi, je précise que tu es donc assez présent sur les réseaux, sur quasiment partout de ce que j'ai pu voir. Je suis même sur LinkedIn juste pour le fun, je me suis mis sur LinkedIn. Trop bien. Donc je suis partout. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, même Twitch, YouTube. Ouais. Les webtoons aussi, t'en avais fait quelques-uns. Je suis partout. Il est vraiment partout. S'ensuit une question, est-ce que c'est évident d'avoir ce feedback très instantané ? Parce que je suppose que oui, il y a un côté gratifiant, mais est-ce que parfois trop de feedback, ça peut être aussi bloquant quelque part ? Non, en général ça va, parce que c'est vrai que j'ai... par exemple, un BD Comment rater sa vie, j'avais très peur d'avoir des mauvais feedbacks, parce que j'étais en mode, si j'ai des mauvais feedbacks au début, parce que forcément j'ai écrit que des blagues que les gens, sur lesquels j'ai jamais pu avoir de retour, et du coup j'ai que des retours maintenant que les gens le lisent, et c'est vrai que j'avais peur que les gens me disent « Ah, cette blague est pas drôle », et du coup que j'ai pas envie de la mettre dans la BD, et que c'était un peu compliqué, parce que surtout que c'est une BD qui se lit en entier, et du coup lire un extrait c'est toujours un peu compliqué, même si j'en ai forcément posté des extraits maintenant. Donc j'avais beaucoup de mal à partager ce que je faisais là-dessus. Mais c'est vrai que comme je fais des strips, en général, les retours négatifs que j'ai, c'est soit des gens dont leur avis ne m'intéresse pas, donc c'est juste des gens qui m'aiment pas, et voilà. Et ou c'est des avis qui m'intéressent dans le sens où les gens font « Ah, j'ai pas compris ». Bon, généralement, ils le font pas avec une très grande politesse,
mais ils disent qu'ils n'ont pas compris. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce que je fais. Soit je peux l'expliquer parce qu'ils n'ont pas une référence spécifique que j'ai mis, et du coup je suis en mode bon, normal que cette personne de 50 ans ait pas cette ref très internet. Mais quand les gens comprennent pas une blague basique, je suis en mode ah, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et du coup là-dessus, le retour instantané me dérange pas. Mais c'est vrai que si je sais que le retour instantané va me déranger comme pour ma BD, bah, je poste pas, je reste discret parce que j'ai trop peur du retour. Ah oui, ça tu parlais pour ta dernière BD. Hein, Ouais, ma dernière BD commentait ça, c'est ça. Ah, oui. J'ai posté, quand je l'ai écrit, j'ai rien posté du tout, alors que j'aurais pu mettre quelques pages, quelques trucs. Mais j'ai préféré rester discret parce que j'ai vraiment peur que les gens fassent « Oh, ça a pas l'air ouf !» Et je suis en mode « Non, je suis en train de faire 120 pages, vous me démotivez et tout !» Donc j'ai préféré rester loin des réseaux là-dessus. Malgré le fait que tu avais cette habitude de partager... oui, j'ai l'habitude, mais c'est vrai que sur un projet long comme ça... Puis je pense aussi que ça s'y prêtait pas spécialement des pages... déjà, c'est pas dans le bon format pour Insta, ne serait-ce que ça. C'est des pages A5 dans du format carré, ça marche pas très bien, écrit trop petit et tout. Mais c'est vrai qu'il y a... Je sais pas, j'avais vraiment peur que les gens disent que c'est pas drôle. Et bon, maintenant, les gens disent que c'est drôle, donc ça va, mais... mais c'est compliqué. C'est compliqué. Je savais que ça allait être compliqué, donc je l'ai pas fait. Par rapport au rapport que tu entretiens avec les réseaux sociaux, depuis le début à aujourd'hui, comment tu dirais que ça a évolué, ce rapport avec ta communauté au cours du temps? J'ai beaucoup plus de détachement, mine de rien, parce que j'ai de plus en plus de gens. Du coup, j'ai de plus en plus d'avis et de gens qui commentent. Et que aussi, je crois que plus je grossis, plus les gens me voient gros, et du coup, moins les commentaires sont pertinents. Parce que les gens, au début, ils sont en mode « Ah, petit artiste, on va commenter, on sait qu'il va lire ce qu'on fait, ce qu'on écrit. » Et du coup, en général, c'est en mode « Ah, c'est marrant, c'est drôle, ces trucs. » Alors que maintenant que je suis gros, bah, les gens, ils considèrent même pas que leur commentaire va être lu, alors que la plupart sont lus. Et du coup, ça va être des commentaires beaucoup plus généraux, beaucoup plus pour faire une blague sur le truc, beaucoup plus pour hâte un ami, pour dire « Oh, regarde, ça c'est drôle. » Donc, il n'y a plus du tout, beaucoup moins le même rapport avec ma communauté, même si j'ai jamais été très proche, même au début. Du coup... Tu n'as pas d'interaction spéciale comme des un commentaires? peu. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un peu compliqué. J'en ai par les DM Insta, parce que je fais pas mal de posts en story, et du coup, quand on répond à une story, ça va directement dans les DM, donc c'est directement avec la personne. Et du coup, c'est un rapport à une personne, c'est pas un rapport à une communauté. Et c'est vrai que j'ai même pas de notion de communauté, parce qu'on n'a même pas de... Enfin, quand je regarde les gens qui me lisent, c'est tellement général que j'ai pas l'impression de ne serait-ce que parler d'une communauté qui existe déjà, comme les jeunes ou ce genre de choses. C'est tellement large que je fais, enfin, c'est tellement universel que je fais, du coup, ça touche beaucoup de gens. Et du coup, j'ai pas vraiment de notion de communauté. Donc, j'ai pas vraiment de rapport à ma communauté spécifique. Mais je vois bien qu'en grossissant, les rapports ont changé et évolué. Et mine de rien, moi aussi, je suis parti de Twitter. Maintenant, je donne plus d'importance à mon Instagram parce qu'il est plus gros aussi. Et parce que je m'y sens un peu mieux. Parce que j'aime bien ce qui passe sur Instagram par rapport à Twitter, qui est en plus en train de couler avec Elon Musk. Donc, c'est pas le réseau dans lequel j'ai non plus envie de m'investir. Donc, je m'investis plus sur Instagram en ce moment. Ça changera peut-être dans le futur. Et du coup, il y a surtout eu cette bascule-là où je suis passé plus sur Insta que Twitter, donc ça change aussi l'ambiance. Le public te paie plus aussi sur la plateforme Instagram? Ça dépend, hein, parce que... En fait, du coup, j'ai certains strips qui partent en débat, et des fois, ça part en débat sur Insta et des fois sur Twitter, et en vrai, c'est plus chiant sur Insta, parce que les gens... Parce que sur Twitter, du coup, j'ai plus de gens de gauche et plus de gens qui sont habitués aux thématiques que je tape. Et du coup, dès que je mets un truc un peu politique sur Insta, les gens, ils sont en mode « Oh là là, ça va pas et tout !» Ils sont pas habitués. Ils sont pas habitués que je sois des fois un peu virulent et tout ça. Donc des fois, je peux avoir un peu des trucs où je suis en mode « Oh, les gens sont pas très politisés sur Insta, ils sont vraiment... ils sont pas trop frais. » Donc ça peut être un peu... Bon, des fois, c'est un peu énervant, mais foncièrement, il y a aussi un truc de maintenant, j'ai tellement de commentaires, de trucs... Enfin, tellement de commentaires. Après, si, j'en ai beaucoup. Je vais pas faire comme si j'en avais pas beaucoup, j'en ai beaucoup. Mais du coup, il y a un peu un truc où je laisse couler, quoi. Je bloque les gens qui disent des merdes et je laisse couler. Ce qui était moins le cas avant, je bloquais pas trop avant. Voilà. Bah, mine de rien, ça fait aussi que j'ai tendance à, je pense, moins expérimenter de trucs. Parce que je suis en mode, il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Et donc, si c'est nul et que ça bide, ça va faire, enfin, pas plus mal, mais... il y a un truc de quand t'as pas beaucoup de gens qui te follow et qu'un post marche pas,
bon, bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui te follow, on s'en fout. Même si en vrai ça va, parce que c'est l'avantage, je trouve, sur Twitter, c'est qu'un tweet, c'est pas important. Donc si tu fais un truc nul et expérimental, les gens s'en foutent. Et sur Insta, t'as les stories pour faire des trucs expérimentables, parce que c'est une story, les gens s'en foutent. Donc mine de rien, j'arrive quand même à m'y retrouver. Mais c'est vrai que j'ai tendance peut-être à faire plus attention, à plus penser mes strips, à plus penser est-ce que ça a marché, est-ce que ça a pas marché. Être un côté marketeur un peu limite. Et du coup, là-dessus, ça a changé. Même si j'ai toujours eu ce côté-là, maintenant, je pense que ça prend un peu plus d'importance, mine de rien, avec la communauté qui est plus grosse qu'avant. Je suis quand même une personne assez anxieuse, de manière générale, dans la vie. Et du coup, je trouve que mon rapport à YouTube et aux réseaux sociaux est étonnamment tranquille et cool. Marie Spénal, autrice entre autres des bandes dessinées Millie et Katsu à l'Ultrafesta et Il y a longtemps que je t'aime. Alors que si j'avais dû deviner, je me serais dit que j'allais être une boule de nerfs sur ça. Finalement, c'est ok. Je trouve ça frustrant. J'aimerais être plus présente, j'aimerais faire plus sur les réseaux sociaux, mais c'est pas j'aimerais faire plus pour avoir plus d'abonnés. Enfin, alors c'est agréable de gagner des abonnés, évidemment, quand tu racontes un truc et que les gens en face ont une réponse positive, c'est toujours beaucoup mieux. Mais il y a aussi ce truc où juste j'ai envie de faire ça, quoi. Et j'ai plein d'idées dans ma tête que je n'ai pas le temps de réaliser. Et j'ai juste envie de les faire parce que ça serait amusant de les faire et que ça serait des trucs nouveaux et que ça serait rigolo. Et donc c'est vrai que pour l'instant j'ai un rapport à tout ça. Alors ça peut varier dans le temps, tout ça, mais j'ai quand même un rapport au réseau qui est très agréable et où je trouve ça principalement fun. Voilà. Des fois, j'ai des petites angoisses où, quand je poste pas depuis longtemps, il y a un peu ce truc de est-ce que ce que je vais raconter va encore intéresser des gens ou est-ce que ma manière de faire est devenue hyper ringarde parce que Internet change très vite et il y a aussi beaucoup de choses qui dépendent pas de moi. Mais d'ailleurs, en fait, voilà, j'arrive à me dire qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de moi. Les gens passent moins de temps sur YouTube. Les vues de la plupart des créateurs ont baissé. Il y a quelques gros créateurs qui gagnent des vues encore, mais il faut avoir des énormes productions et tout. Sinon, globalement, les vues sur YouTube, ça baisse. Instagram, les gens passent beaucoup moins de temps sur Instagram aussi. Et donc, sachant ça, bon, bah, je dramatise pas non plus. Ça permet aussi, en tout cas, de dédramatiser et de me dire, bah, ça va aller, quoi. C'est pas très grave. Je ferai autre chose à un autre moment, et puis c'est ok. Il y a un petit paradoxe où je pense que pour faire des bonnes choses, il faut mettre beaucoup de soi dans ce qu'on fait. Et voilà, on parlait de courage tout à l'heure, mais je pense qu'il faut s'exposer un petit peu et faire des choses sincères. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai tendance à trouver une œuvre intéressante, c'est si elle est sincère, ou en tout cas qu'elle arrive à me donner l'impression qu'elle l'est. Et en même temps, ce qu'on fait, c'est pas nous non plus exactement. Et finalement, tu vois... C'est là la difficulté, j'ai l'impression. Et moi, j'ai eu très peu de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Mais par contre, quand j'ai sorti des bandes dessinées, j'ai eu des critiques qui n'étaient pas forcément élogieuses. Et, et là, c'est pas toujours évident d'avoir du recul. J'étais un peu haineuse après. J'ai retenu le nom de tous les journalistes qui avaient critiqué mes bouquins. T'inquiète que je surveille ce qu'ils font maintenant. Il a vraiment mauvais goût depuis le début, de toute façon. Et c'était encore là où avec le temps, tu t'es dit, finalement, je comprends peut-être ce qu'il a voulu dire, ou non. Si, j'ai fait ce truc. Il y avait une critique qui m'avait trop énervée sur ma première bande dessinée. Et j'ai fait l'exercice d'aller la relire là récemment. Et j'ai fait, ouais. Il faut du courage. Ok, je vois ce que tu veux dire, mais. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave d'être un peu vénère aussi. Ça veut dire que je prends à cœur ce que je fais. Bon, voilà. Mais c'est vrai que ça vaut peut-être pas le coup de se tourmenter non plus. Je me rappelle d'une conversation avec Claire Bretéché aussi. Je pontifie de nouveau, je fais un peu le... J'ai bien connu Claire Bretéché. Et... Frédéric Janin, co-auteur entre autres des séries Germain et nous, Que du bonheur et membre des Snuls. Et on parlait justement du retour qu'on pouvait avoir de quelque chose qu'on a fait. Alors évidemment, il y a les proches, il y a forcément les premiers lecteurs, les gens avec qui on vit, ou bien la famille, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais les réactions extérieures, on devrait s'en foutre complètement, en fait. Parce qu'une mauvaise critique, parfois, ça nous rend malheureux, mais ça ne devrait pas.
De même qu'une bonne critique, finalement, ne devrait pas nous remplir de joie. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a fait les choses, ça ne nous appartient plus et on devrait ne pas... Et je me rappelle en tout cas très très bien que Brett Eché, après avoir échangé toutes ces considérations, terminait en disant une chose formidable: il n'y a rien à dire de rien. Donc, sa conclusion, c'est de toute façon, il n'y a rien à dire de rien. L'air de dire que on ne devrait pas être ni enthousiaste parce que quelqu'un a dit j'aime bien ce que vous faites, ni malheureux parce que quelqu'un a dit c'est de la merde ce que vous faites. Ce qui n'est pas une mince affaire, j'imagine. Non, c'est sûr. C'est sûr, parfois il suffit d'un petit truc. Maintenant, en plus, avec les réseaux sociaux, il suffit qu'une personne déverse sa haine sur quelque chose qu'on a fait et ça nous plombe la journée alors qu'on devrait s'en foutre complètement. C'est pas ça qui compte. Moi, c'est même pas tant les autres, c'est moi face à moi qui ai un problème. C'est vraiment, je m'auto-juge, je m'auto-flagelle, je suis jamais suffisamment bien à mon goût. C'est terrible. Et ça, c'est sans fin, dans le métier de création, puisque ce que tu mets sur le papier, c'est beaucoup de toi. Donc, si t'es déçu de ce que tu fais, c'est ne pas s'aimer soi-même. Donc, c'est difficile. Lucrèce Andrea, autrice de la bande dessinée Flippette et Vénère et réalisatrice du court-métrage Pépé le Morse. Le métier de créateur, on se confronte à soi tout le temps, quoi, et à ce qu'on vaut, parce qu'on est jugé par ce qu'on fait. Du coup, on n'a que ça dans la tête, que si ce qu'on fait c'est nul, c'est que nous on est nuls. Donc, moi, c'est un truc qui m'obsède beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il faudrait dissocier je vais pas dire la phrase la personne de l'artiste, non, l'art de l'artiste, mais non, le on peut fait pas le dissocier. On peut pas. Parce que parfois je me dis, j'en suis pas là encore, mais je me dis si par exemple, j'ai un livre où j'ai beaucoup de retours qui soient peut-être négatifs, là je me dirais qu'il y aurait peut-être une stratégie à me dire, j'ai pas à le prendre personnellement parce qu'il s'agit pas de moi, il s'agit de mon livre. Oui, absolument. Mais pourtant le livre, comme tu dis, c'est aussi une partie de moi que je mets à nu. Ouais. Ça, je sais pas encore comment trop résoudre ça. Alors moi, ma manière, parce que moi j'ai plein de stratégies comme ça, parce que comme je peux me faire beaucoup de mal à m'auto-juger tout le temps, je cherche des moyens d'un peu moins me juger. Un de mes moyens, c'est vraiment de me dire, écoute, si tu vises la perfection, tu ne feras rien. Donc autant faire. Ça aura des maladresses, mais c'est juste un petit instantané de toi à un instant T, et c'est un moyen d'évoluer pas à pas. Donc aucune de tes productions ne sera géniale ni parfaite, mais elles t'aideront chacune à avancer, à apprendre, à changer, etc. Donc il faut avoir de la tendresse pour chacune de ces petites choses qui sont des tentatives et des petites preuves de ce que tu es à un moment et que tu resteras pas toute ta vie. Et on tire des leçons de chaque erreur qu'on fait, et c'est les erreurs qui apprennent plus que les réussites en fait. Donc il faut rester très humble et pas trop se flageller, quoi. Il faut rester tendre envers soi-même, qui est juste sur une voie d'apprentissage. En plus, tu as dit, ça nous représente nous, mais à un moment. C'est ça que je trouve intéressant. C'est ça qui change tout. Exactement. Du coup, on peut dire que c'est nous, mais c'est plus nous. Mais c'est plus nous, exactement. Moi, je suis complètement comme ça sur mes précédentes choses. Je dis que je leur vois plein de défauts, mais que je ne referai pas ça comme ça maintenant. Mais qu'en fait, j'avais besoin de passer par là. Et ça, il faut... une œuvre sans aucune imperfection serait pas intéressante. C'était le podcast La Planche. Musique par le groupe Le Noir, Garance Midi et Kevin MacLeod. Un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps. Un énorme merci au Musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé, suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible.
Des remerciements tout particuliers à Isabelle de Becker, Salva Di Bernardo, Laurent Lenoir, Thibaut Fontenoy, Tine Anthony, Marie Nif et Wivine Van Donade. Un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple. Et un grand merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir.